On voit pas tout le monde. C'est bon? Ah oui? Ouais. Bah si, faut vous. Donc bonjour à tous. D'abord, merci d'avoir répondu présent à notre conférence. Pour vous situer un petit peu, on effectue un bachelor, donc un bac+3 RQSE, responsable qualité, sécurité, environnement, dans des entreprises bien différentes que je vais vous présenter. Donc Florian, il est chez Farmor. Ensuite, il y a Anaël qui est à la Coperle. Il y a Tricia qui est chez Soviamiante, Claire qui est chez Madouest, une filiale de la SERP, Stérène qui est chez Stalaven, Viola qui est chez Kermenet, Thomas qui est chez SNCF Réseau et Valentin qui est chez Leïta et moi-même chez Sanders, filiale du groupe Avril. Donc du coup, aujourd'hui, on organise une conférence dans le cadre d'un projet pédagogique qu'on a sur toute l'année, de mener une conférence sur le thème d'un métier QSE. Donc nous, on a choisi le métier préventeur santé sécurité au travail, donc qui prend de plus en plus de place dans les... Avant, c'était les grosses entreprises et maintenant, il y a de plus en plus de petites entreprises qui s'y intéressent aussi. Et aujourd'hui, on fera un zoom sur les risques psychosociaux. Donc pour ça, on a 3 personnes qui ont eu la gentillesse de bien vouloir intervenir aujourd'hui. Et donc, je vais les laisser se présenter. Allez-y. Donc, moi, c'est Marie-Pierre Perrin, je suis psychologue du travail à l'AIST 22, donc la médecine du travail, votre service de santé au travail des Côtes d'Armor. Bonjour à toutes et à tous, Laurent Denis, voilà, je suis enseignant, formateur et coach professionnel et j'ai vécu un burn-out dans le monde de la grande distribution il y a 7 années. Bonjour, Bruno Jouvin, donc je suis ergonome et disons formateur sur les licences et les Master 1 et Master 2 à Rennes. Voilà. Du coup, on va pouvoir vous commencer. On va vous laisser la parole. Emmanuel. Tu vas prendre la partie. Avant de vous présenter nos missions, il y a, en tout cas, moi, ma mission en tant que psychologue du travail à l'AIST 22, je pense que vous allez présenter, vous, les missions de préventeur. Donc, du coup, on va vous présenter un peu le métier de préventeur santé sécurité au travail dans une entreprise. Donc, le rôle, il est garant de la sécurité des salariés sur le lieu et le poste de travail et des conditions aussi de travail des salariés. Le préventeur, il a pour mission de sensibiliser donc l'ensemble des salariés de l'entreprise à la culture sécurité. Les connaissances, donc c'est avoir des connaissances des risques professionnels et réglementaires, parce qu'il y a énormément de réglementation, et des connaissances aussi liées à l'amélioration des conditions de travail, et du coup en lien avec un travail, une équipe pluridisciplinaire qui peut être interne et externe. Les missions, donc, c'est d'identifier les risques professionnels et de mettre en place une démarche de prévention des risques à travers les outils donc, spécialisés, piloter les plans d'action et suivre leurs indicateurs, animer les équipes sur le terrain, donc sensibiliser les salariés à l'importance de leur sécurité et aussi de celle des autres et de la santé au travail, et développer des indicateurs de performance et de suivi pour l'évolution. Donc le lien entre le préventeur santé sécurité au travail et du coup le psychologue du travail, donc en lien avec le service de santé au travail. Le psychologue du travail, c'est un professionnel donc, qui est initié aux différents niveaux de prévention en santé au travail et il pourra de même sensibiliser dans ce cadre à la demande du médecin du travail. Donc, ce sera réexpliqué par la suite. Mais le psychologue intervient vraiment sur la demande du médecin du travail. Donc, il va accompagner le salarié et l'entreprise à la prise en compte des facteurs des risques psychosociaux d'une manière plus globale. Et ce sera vraiment différent d'un cabinet privé. Les intervenants en prévention en entreprise des risques professionnels, ils ont des compétences donc, techniques et organisationnelles, sont non médicales en matière de santé. Ça, il faut bien le noter, qu'un préventeur en santé sécurité au travail, ce n'est pas un médecin. Il est en étroite collaboration avec le reste de l'équipe donc pluridisciplinaire
Et donc, les préventeurs assurent des missions, des diagnostics, des conseils, des accompagnements et de l'appui. Et ils communiquent le résultat et leurs études aux médecins du travail qui, eux, restituent les résultats à l'entreprise. Je vais te laisser prendre Oui. la suite. Alors nous, pour comprendre un petit peu sur le service de prévention, enfin la médecine du travail, ce qu'on appelait la médecine du travail, service de santé au travail, on est des équipes pluridisciplinaires. Donc je vais vous présenter un petit peu comment sont constituées les équipes pluridisciplinaires. Mais on travaille toujours en collaboration et à la demande du médecin du travail. Donc on est 2 psychologues du travail à intervenir sur le département des Côtes-d'Armor. Donc c'est réparti les secteurs. Donc, toujours médecin du travail qui va travailler avec l'assistante médicale, l'infirmière santé au travail, des ASST, donc c'est les assistants de santé et sécurité au travail. S'il y a quelques adhérentes chez nous ici, ce sont les personnes qui viennent en entreprise faire des fiches d'entreprise, un pré-diagnostic des risques professionnels auxquels les salariés sont exposés. Les IPRP, donc ça, c'est les intervenants les professionnels en risque professionnel. Donc ça va être ergonome, HSE et puis psychologue du travail, si j'en oublie, n'hésitez pas à me dire, l'assistante sociale et puis également juriste. Donc, toutes les interventions se font par équipe et elles sont animées et coordonnées par le médecin du travail. Donc, on intervient toujours à la demande du médecin du travail. Même si l'entreprise décide qu'on vienne chez vous, par exemple, nous, ça doit être validé par le médecin du travail. Donc, nos missions à ma collègue et moi en service de santé au travail pour l'AIST 22, en ce qui concerne les Côtes-d'Armor, c'est donc d'accompagner et conseiller les entreprises dans l'évaluation et l'intégration des risques psychosociaux dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est également de sensibiliser les dirigeants, les encadrants, les membres du CSSCT, CSE, au RPS et à la QVCT, qualité de vie, conditions de travail. On met également en place des groupes de parole ou d'expression, exemple sur la crise sanitaire. On a vu pas mal de salariés qui avaient besoin d'évoquer la situation qui avait été liée au confinement, ce qu'ils avaient subi. On accompagne et on conseille les adhérents dans la transformation et modification du travail. Donc là, c'est de l'accompagnement au changement, voir comment c'est vécu. Et on a un dispositif pluridisciplinaire d'intervention au milieu de travail suite à un événement traumatique en entreprise. Donc là, on fait du débriefing des fusings sous 48 heures, 72 heures. Donc, on est une dizaine à être formés au débriefing des fusings, médecins du travail, infirmières et puis les 2 psychologues du travail. Donc, pour rentrer dans nos différentes missions toujours, on est ça c'est propre aussi à l'AIST 22, sur une approche collective et organisationnelle. Donc, on fait de la prévention des RPS, puisque c'est une obligation réglementaire, doit être intégré dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est l'idée de déployer des situations de travail plutôt salutogènes, développer le bien-être du travailleur et des lieux de travail sains. Mais on peut vous accompagner aussi pour faire de la promotion de la santé par la qualité de vie et conditions de travail. Alors là, c'est une vision positive du travail comme ressource pour la santé et vecteur d'accomplissement. Ça devient une obligation réglementaire pour les entreprises de plus de 50 salariés, dont 50 sur le même site. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail toujours qui se fait à la demande du médecin du travail dans une démarche collaborative et pluridisciplinaire. Donc, on va intervenir avec le médecin, l'infirmière, les IPRP, les ASST et les assistantes médicales. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet des risques psychosociaux, de quoi parle-t-on ? Donc, il y a la définition du rapport Golag qui dit que les risques psychosociaux sont entendus comme risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc, c'est des risques qui intègrent les risques professionnels d'origine et de nature variée, mettant en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des salariés. Donc, ils sont à l'interface entre le psycho, donc ce que l'individu va percevoir avec ses valeurs, ses attentes, ses formations, ses expériences, et le social, les situations de travail. Donc là, on va parler de l'organisation du travail, la possibilité de collaborer, de coopérer et de communiquer, et également les ressources et contraintes de l'organisation. Il est toujours question, en tout cas, quand on va en entreprise, en tant que psychologue du travail, toute la différence avec un psychologue clinicien, nous, on vient questionner le travail et ses contraintes. On vient aussi comprendre le vécu des professionnels. Donc, parfois, la vie personnelle rentre dans
dans nos interrogations quand on vient en entreprise, mais on se doit de recadrer. On a toujours un support, une méthodologie bien particulière où on questionne vraiment le travail. Tout ce qui va engendrer du stress, un déséquilibre entre les ressources que vous avez pour faire face à des contraintes que vous pouvez avoir dans le milieu du travail. C'est également de la violence interne, des conflits entre collègues ou des conflits avec sa hiérarchie. Et de la violence externe, là, ça va être des tensions avec le public, avec toute personne tierce extérieure. En ce moment, on vit beaucoup de violences externes autour des manifestations qu'il peut y avoir dans des centres-villes. Les commerçants, les salariés sont fortement exposés aux violences externes, puisqu'il y a des agressions physiques, même agressions verbales et physiques, et dégradation des biens. Donc, ils se traduisent par un mal-être, une souffrance mentale, des atteintes physiques et ont des répercussions sur les relations sociales. Donc, toujours un petit vrai faux, hein, parce qu'on a beaucoup aussi, en fait, on s'imagine plein de choses autour des risques psychosociaux. Hein. Les risques psychosociaux, ça n'arrive pas qu'aux personnes fragiles, ça c'est faux. C'est pas non plus, ça se gère pas individuellement. Hein. On est des individus dans un collectif, donc ça se gère collectivement. C'est des compromis entre collègues. Ça peut être des compromis entre collègues. C'est pas uniquement lié aux problèmes de management, parce que le manager, lui aussi, est exposé aux risques psychosociaux. Donc, les cadres et les employeurs ne sont pas concernés par les risques psychosociaux. C'est faux, ils le sont également. Ce qui est vrai, c'est que c'est lié au stress et à la violence au travail. Ces risques psychosociaux ont un lien avec l'environnement et les conditions physiques également du travail, d'où l'importance de faire l'évaluation des risques physiques. Et l'évaluation de ces risques et la mise en place d'un plan d'action sont obligatoires. Parce que évaluer les risques, c'est bien, mais si vous mettez pas de plan d'action en face, c'est pas très optimal. Donc, le stress, pour en revenir à ce stress qu'on peut vivre à cet instant, un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception d'une personne à des contraintes de son environnement de travail et à la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Alors, il y a le stress aigu, comme on peut vivre là, et puis le stress chronique, dont il faut faire très attention, puisqu'il peut conduire à certaines situations dont on parlera tout à l'heure. Donc, c'est la perception, comme je disais, sur les contraintes. Vous allez avoir une charge de travail excessive, une pression temporelle, un manque de matériel. Je vais revenir, je vais développer un petit peu les facteurs de risque tout à l'heure. Et les ressources, donc là, c'est des formations pour mieux maîtriser un outil de travail, une évaluation de la charge de travail pour savoir où on a péché, ce qu'il faut qu'on arrête de faire, hein, ou par excès de zèle parfois. L'expérience qui fait que plus on a d'expérience et plus on fait face aussi à ces situations, et puis le soutien des collègues. Et d'autres exemples, bien sûr. Donc, le stress dans le milieu professionnel, eh bien, les sources, ça va être l'organisation du travail, la satisfaction des exigences personnelles. Ça va être également les situations, donc avec une charge de travail conséquente, mener de front différentes tâches, manquer de temps pour souffler, rémunération insuffisante, manque de reconnaissance, manque de soutien de la hiérarchie, manque de moyens, devoir s'adapter en permanence. Et les conséquences, eh bien, c'est une fatigue importante, difficulté à couper avec le travail, tension musculaire, troubles de sommeil, maux de tête et baisse de vigilance. Sur les violences et agressions au travail, donc là, on va avoir tout ce qui concerne les violences internes. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout ce qui va se passer au sein de l'entreprise, donc entre collègues, avec la hiérarchie. Donc là, on est vraiment sur personne de l'entreprise. C'est quoi? Ça peut être du harcèlement moral ou sexuel, des conflits exacerbés entre les personnes ou des équipes. Alors, cette notion de harcèlement moral et sexuel, c'est du terme juridique. Donc, quand on va en entreprise, on dit bien qu'on ne vient pas pointer du doigt une situation de harcèlement. C'est juridique. Et c'est comment? C'est des agressions verbales ou physiques, c'est des propos désobligeants, des insinuations, humiliations ou brimades, insultes, comportements à connotation sexuelle, actes violents, critiques injustifiées, mise au placard. Souvent, on dit aussi lors de réunions, se couper la parole, ne pas écouter l'autre. Ça, c'est de la violence au travail. Sur les violences externes, là, tout ce qui est donc tiers à l'entreprise, on va avoir des violences commises sur des salariés par des tiers étrangers à l'entreprise. Donc, ça peut être des clients, des patients, des usagers, des fournisseurs, des élèves. C'est quoi? C'est des agressions verbales ou physiques, des violences dirigées vers des personnes ou du bien matériel, parce que la dégradation de son bien matériel, c'est aussi vécu comme de la violence.
Donc, c'est de l'incivilité, des attitudes méprisantes, des atteintes dégradantes, violences dites de prédation, donc cambriolage, vol, racket homicide, actes de destruction ou de dégradation dirigés vers des biens matériels. Donc là, ce que je vais faire, c'est développer les 6 facteurs de risque psychosociaux selon le D6140 de l'INRS. C'est notre outil quand on vient en entreprise et qu'on évalue les RPS, ma collègue et moi. Donc, on va développer tout à l'heure ce qu'est l'intensité et temps de travail, et vous aurez quelques exemples. Des exigences émotionnelles, la faible autonomie au travail, les rapports sociaux dégradés, conflits de valeurs et insécurité de la situation de travail. Donc, sur l'intensité et la complexité de travail, on est autour de l'organisation du travail, quand même. Donc, il se mesure au travers de diverses exigences et contraintes dans l'exécution du travail. Donc, par la charge de travail inadaptée, donc on va questionner de savoir si la charge de travail est élevée, correcte, sur des contraintes de rythme de travail, s'il y a un rythme de travail soutenu, une cadence avec ses collègues, manque de précision des objectifs, rôle et mission non ou mal définis, inadéquation des objectifs avec les moyens et les responsabilités, incompatibilité des instructions de travail, modalité d'organisation de la polyvalence, interruption perturbatrice au cours du travail, niveau d'attention et de vigilance requis. Ça génère des atteintes autant physiques que mentales via le stress chronique ainsi que des accidents de travail. On va avoir les principales mutations du travail. Les entreprises sont soumises à des évolutions de l'environnement externe. On voit bien aujourd'hui que le travail a évolué. On est plus exposé, on va dire, aux risques liés aux risques psychosociaux presque que risques physiques. Et c'est plus difficile de mettre des actions en face, puisque les risques physiques, c'est mesurable. On a des plans d'action assez... Enfin, vous me dites si je me trompe. On peut avoir des moyens de prévention adaptés. Risques psychosociaux, c'est de l'humain, c'est du subjectif, c'est de l'interprétation, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui va à une personne n'ira pas forcément à l'autre. Donc, ce qui a quand même évolué, c'est des exigences accrues des clients, surtout depuis, on va dire que ça, on l'entend beaucoup en entreprise. Le confinement, le Covid a amené aussi les gens à être de plus en plus exigeants. Les renforcements de la réglementation des normes, les reports d'activité, tout ce qu'on appelle aujourd'hui traçabilité d'activité, qui est vécu comme du contrôle, alors que c'est aussi mettre et valoriser le travail des salariés, l'augmentation de la concurrence et puis le développement des nouvelles technologies. Là, c'est pareil, la gestion des mails, on a pensé à un moment donné que ça pouvait simplifier le travail, et en fait, aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent et ils ont 120 mails à traiter le matin avant de commencer leur journée. Donc, ça a ramené une charge de travail. Les solutions, c'est la mise en place de nouvelles organisations et méthodes de travail. Ça, il faut les accompagner et bien former les personnes. Et les conséquences pour les salariés, c'est un renforcement des exigences du travail. Donc là, c'est une charge mentale, charge cognitive importante. Toujours sur les principales mutations du travail, ces nouvelles exigences modifient les caractéristiques au travail. C'est un travail plus dense et plus intense, plus immatériel et abstrait. Donc, ça, c'est quand même une conséquence aussi. Dématérialisation des documents, plus difficile à prévoir avec la période Covid qui déstabilise le quotidien, mise en place du télétravail qui a été aussi subi à un moment donné. Mais aujourd'hui, on est toujours dans une mise en place de télétravail dans des structures et de la période de crise sanitaire, et plus précaire. Il y a un petit truc. Elle touche tous les métiers et fonctions aujourd'hui. Les nouvelles technologies, tout est enfin, je questionne souvent sur qu'est-ce qui a changé dans votre travail, et tout le monde dit qu'il y a quand même eu une évolution dans tous les secteurs d'activité. Et les conséquences, c'est une hyper-sollicitation des ressources physiques et ou mentales des salariés. Donc ça, c'est sur les exigences au travail. C'est à vous. Oh, c'est moi. C'est parti. Moi, je vais vous parler de l'apport de l'ergonomie, justement. C'est une spécialité un peu différente de la psycho du travail, dans le contexte justement des RPS, des risques psychosociaux. Donc nous, en fin de compte, l'ergonome, il s'intéresse uniquement au travail, à la dimension, si on veut, de l'activité. L'activité prescrite, donc celle que
comme organisme va donner, disons, à ses salariés, et l'activité réelle, comment que le salarié réalise cette activité avec les moyens qu'on lui donne, si bien moyens humains, moyens matériels, qu'avec ses possibilités, donc ses possibilités physiques, ses possibilités cognitives, sa mémorisation à long terme, etc. Et aussi la formation et la mise à niveau de sa formation, faite par l'entreprise ou pas. Donc cet écart-là va donner systématiquement, va retentir systématiquement sur le travail. Soit en mauvaise posture, donc ça va être, disons, les TMS et tous les problèmes physiques que ça peut donner, soit donc en gestion de temps, c'est-à-dire qu'à un moment de temps, on va avoir des débordements sur ce qui est prévu, on va être obligé de tirer un peu sur d'autres parties de son activité pour rattraper le retard, et là, on va arriver à des situations de stress. C'est systématique. Donc, voilà un petit peu le champ de l'ergonomie. Alors, le champ de l'ergonome, sur le plan, disons, pratique, va se baser sur plusieurs facteurs. D'abord, il va faire de l'observation du travail réel. On va demander ce que l'entreprise demande en termes de qualité, de productivité, de quantité, etc. Va faire une analyse des moyens mis à la disposition des opérateurs. Et puis, va se faire aussi une analyse de l'environnement physique, c'est-à-dire la température, le bruit, la qualité de l'air, les vibrations, bref, tous ces éléments physiques qui peuvent interagir aussi sur, disons, l'humain. À partir de ces observations-là, il va tirer donc des conclusions sur déjà l'environnement physique du poste de travail. Est-ce que cet environnement physique est en adéquation avec, disons, les exigences du travail, c'est-à-dire qu'est-ce que le travail demande exactement pour être réalisé dans des bonnes conditions. Est-ce que tout ce que l'entreprise prévoit permet à l'opérateur de réaliser dans des conditions de sécurité et de prévention santé son activité sur le long terme. Voilà. Et puis on va s'intéresser aussi à l'humain. Donc, c'est-à-dire au collectif, parce qu'on est toujours dans une démarche collective. On n'est pas dans une démarche individuelle. Lorsque l'on intervient dans une entreprise, on intervient donc sur un collectif. Ce collectif, alors moi j'ai des exemples. Un exemple qui est assez, disons, parlant sur le plan des TMS dans une entreprise de Bourgogne où il y avait une population de Portugais, donc des gens qui avaient une taille moyenne. On avait fait donc une étude statistique sur, disons, une taille moyenne d'à peu près, disons, 1,67 m, 1,68 m. Et dans cette partie de l'usine, qui était une usine allemande, tout le matériel est fait pour des gens qui avaient plutôt 1,75 m, 1,80 m. Donc, on avait énormément de problèmes d'épaule, etc. Ça n'a pas du tout sauté disons, à l'œil de l'entreprise. Voilà, ce sont le regard du travail réel sur, disons, les contraintes que peuvent, disons, avoir les personnes. Les opérateurs, pour eux, ça faisait partie des dimensions du travail. Après tout, ils avaient pris un poste, on leur donnait des moyens, ils pensaient que les moyens avaient été adaptés. L'entreprise, disons, elle travaillait comme ça au niveau international avec les mêmes normes. Pourquoi, disons, adapter le travail? Voilà. Donc, adapter, disons, aussi aux dimensions physiques de la personne. Donc, nos interventions vont être plus sur le travail que sur, disons, la pathologie RPS. On est plutôt centré sur le travail. Et à partir de ce moment-là, on va, disons, aborder, donc toujours pareil, d'une façon, disons, participative, des solutions. Les solutions vont peut-être être des solutions techniques, comme on a pu le voir ici. Des solutions peut-être humaines, c'est-à-dire formation. Là, on est en train de gérer pas mal en ce moment dans les entreprises la pyramide des âges. On a beaucoup de métiers, disons, vieillissants avec, disons, des possibilités donc d'évolution de carrière pour éviter justement d'avoir des retentissements sur la santé. Et peut-être au niveau de l'organisation du travail, ça qui est toujours aussi important. Donc, ça fait partie du temps de travail, des récupérations, etc., qu'on peut mettre en place dans une entreprise. Et puis, en dernier, les nouvelles technologies. Alors là, c'est pareil, j'ai beaucoup d'exemples dans l'ergonomie du logiciel, mais j'étais spécialisé un moment de temps, donc dans tout ce qui était interface avec, disons, les logiciels. Maintenant, on est sur, disons, l'intelligence artificielle, ça devient un petit peu plus, disons, délicat. Mais au niveau du logiciel, on a vu très souvent des logiciels qui étaient réalisés par des entreprises informatiques qui n'étaient pas du tout la réalité, toujours pareil, du travail, disons, réel.
Un exemple tout simple, dans une assurance, votre numéro de sécurité sociale, quand on dit madame ou monsieur, c'est 1 ou 2. Et quand vous avez un logiciel où c'est marqué M et F, et que vous avez des gens qui ont pendant 15 ans de leur carrière, quand ils appellent disons, un assuré, c'est d'abord leur numéro et pas M et F, c'est toute une charge mentale supplémentaire qui peut se traduire justement par des situations de débordement, des taux d'erreur alors ça se calcule par l'observation, des taux d'erreur qui augmentent et qui vont justement aller vers des situations, disons, stressantes. Donc, on est complémentaires des interventions, disons, des psychos du travail. C'est pour ça que moi, j'ai travaillé pendant de longues années aussi au sein d'un service de santé au travail avec donc tous mes collègues psychos et, disons, responsables HSA. Voilà. Merci de votre écoute. Alors, je vais continuer à développer autour des facteurs de risque. Donc, toujours sur les exigences au travail, vous avez l'horaire de travail difficile, donc qui est la durée et l'organisation du temps de travail qui peuvent avoir une influence sur la santé des salariés physique et mentale. Donc, on va avoir ce qui est notamment pris en compte dans l'évaluation, c'est le nombre d'heures travaillées par semaine, type d'horaire et de rotation, disponibilité demandée au-delà des horaires de travail, préavis de communication, des plannings horaires. Alors ça, on l'a dans tous les milieux d'aide à la personne, le planning qui est changé parce qu'il faut pallier au remplacement, parce qu'il y a beaucoup d'arrêts. Et ça amène des situations de stress, aussi bien pour la personne qui gère le planning que celle qui reçoit le planning au dernier moment. Ça peut entraîner des difficultés dans la conciliation vie professionnelle et vie privée aussi, puisqu'il y a des interférences entre les engagements familiaux et sociaux. Quand on travaille jusqu'à 21h, on n'a pas la même possibilité d'être avec sa famille que quand on finit à 17h. Après, il y a des choix. C'est pour ça que les risques psychosociaux, c'est vraiment subjectif. Des situations de travail peuvent très bien convenir à des personnes et pas à d'autres. On va parler d'autonomie tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont besoin d'autonomie et d'autres qui, au contraire, ont besoin d'être des exécutants purs. Il ne faut pas les amener, si vous les amenez à prendre des responsabilités, ils vont être en difficulté. Sur la deuxième famille, s'il y arrive, oui, ce sont les exigences émotionnelles. Donc ça, c'est contrôler ses émotions, faire bonne figure. Donc c'est souvent, on dit souvent dans les personnels de soins, mais vous l'avez aussi dans l'environnement, le milieu éducatif, nos métiers font partie, on est exposé également aux exigences émotionnelles. Donc ce sont des métiers qui peuvent être éprouvants pour les salariés sur le plan émotionnel. C'est contact avec la clientèle, des situations de tension épuisantes psychologiquement, des métiers d'aide, souffrance et détresse d'autrui, maladie, mort, précarité. Si ces activités comportent des aspects gratifiants, parce qu'on n'arrive pas par hasard dans ces métiers, elles imposent également bien souvent aux travailleurs de maîtriser ses propres émotions, de faire preuve de contrôle de soi. Conséquence, là aussi, on est sur une charge mentale et psychologique forte. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allée faire une évaluation dans une structure. C'était normalement une évaluation de la charge de travail. Ils avaient le sentiment d'avoir une charge de travail trop élevée. Et quand on a déroulé, en fait, quand on a pris la fiche de poste, qu'on a déroulé leur travail, on s'est rendu compte que c'était une forte charge émotionnelle. Tous les soirs, ils rentraient chez eux avec la souffrance des personnes qu'ils avaient reçues. L'autonomie, donc on en parle dans le travail, c'est la possibilité pour le salarié d'être acteur de son travail et plus largement de sa vie professionnelle. Donc, c'est comment? C'est le choix de sa façon de travailler, c'est aussi le choix de faire ses pauses, c'est prendre des initiatives face à des situations imprévues. Donc, comme je disais, interrompre momentanément son travail à un moment choisi. Ce n'est pas toujours le cas dans du travail à la chaîne, on dépend des collègues. De quoi dépend-elle? Des marges de manœuvre accordées aux salariés par l'organisation du travail, dans le mode d'exécution de travail, le contenu des tâches. Et l'autonomie comprend aussi les possibilités qu'ont les travailleurs d'acquérir, de maintenir et de valoriser leurs compétences dans leur travail. Quand on questionne autour de l'autonomie, on demande aussi aux salariés s'ils ont la possibilité de faire des formations régulièrement, puisque c'est une façon aussi d'acquérir des compétences. Donc, les conséquences d'un manque d'autonomie, selon les connaissances scientifiques actuelles, c'est risque de maladies cardiovasculaires et risque pour la santé mentale. C'est l'appauvrissement de l'intérêt du travail et puis une dévalorisation des salariés et de leurs compétences professionnelles. Et des salaires.
Troisième famille, donc là, on est sur les rapports sociaux au travail. On va parler de la reconnaissance dans cette thématique. Donc, c'est de quoi parle-t-on? Ce sont les relations interpersonnelles entre les salariés au sein de l'entreprise et également les relations entre les salariés et l'organisation qui les emploie. Ce qu'on va examiner quand on questionne autour de ces rapports sociaux, c'est la qualité des relations entre collègues, savoir s'il y a un sentiment d'appartenance dans une entreprise, si les relations sont cordiales entre les collègues, s'il y a du soutien, de l'entraide, la capacité du collectif à intégrer de nouveaux salariés. Quand on est depuis 20 ans une équipe et qu'on est tous ensemble et qu'on fonctionne de la même manière et puis qu'il y a un petit nouveau qui arrive et qui veut tout révolutionner, c'est pas toujours simple. Le soutien apporté par les supérieurs hiérarchiques à leurs subordonnés face aux difficultés professionnelles qu'ils reconnaissent, qu'ils rencontrent. Le niveau de civilité présent dans l'entreprise. Comme on a perdu un petit peu là-dessus, hein. Je suis allée trop vite, Thomas. Et ben, la valorisation par l'organisation des compétences et de l'efficacité des salariés. Donc, on va revenir sur la notion de reconnaissance tout à l'heure. Donc, ah oui, alors on l'avait en double. C'était pour savoir, pour être sûr que vous enregistriez bien cette notion. La reconnaissance dans le travail, donc là, on a vraiment tous notre propre explication sur la reconnaissance. Si je devais vous questionner sur qu'est-ce qui est important pour vous en termes de reconnaissance dans votre travail, on aurait peut-être 20 réponses différentes. Mais quelle que soit la perception qu'on a de la reconnaissance, elle va conduire à de la motivation, de l'engagement des personnels, une dynamique de l'accomplissement de soi. Recevoir des marques de reconnaissance sur la qualité de son travail est valorisant et essentiel à la construction d'une identité professionnelle positive. La reconnaissance, ça passe par le retour sur le contenu du travail, ce qu'on dit, un feedback, qu'il soit positif. Il peut être négatif, le feedback, mais c'est aussi travailler, collaborer et expliquer les choses. C'est pas sous forme d'injonction, quoi. C'est de la collaboration, de la co-construction et du partage de connaissances. Dans les entreprises, des personnes qui me disent, moi, je suis reconnue quand mon collègue vient me demander de l'aider parce qu'il est bloqué sur une situation. Je me sens expert et je me sens dans le soutien. Et puis, c'est aussi de la reconnaissance financière. Et là, on va demander à Stérène d'intervenir. Donc, bonjour, moi c'est Stérène Blève. Donc actuellement, je suis dans la promo responsable qualité, sécurité et environnement à l'IEQT au sein de la CCI. Et j'ai travaillé 7 ans dans un bureau de contrôle en région parisienne en tant qu'inspectrice en air, santé, sécurité. Donc, pour faire simple, j'étais technicienne qualité de l'air pour l'amiante. Donc, je travaillais que sur l'amiante, voilà, les prélèvements d'air ou sur opérateur en amiante. Moi, ce sera plus le relationnel avec mon manager qui était compliqué. Donc, dans un premier temps où j'ai commencé, c'était ma première expérience professionnelle. Ça a été assez froid puisque on m'a pas du tout formée au métier. Et on m'a envoyé directement sur le terrain. On m'a montré dans les locaux vite fait comment ça se passait. Et puis, hop, on m'a dit, tu as des missions et tu y vas et tu feras tes formations plus tard. Donc, je n'étais pas très à l'aise sur le terrain, mais je faisais bonne figure, j'y allais et j'étais consciencieuse, donc ça se passait bien dans la globalité, mais je ne comprenais pas forcément tout ce que je faisais. Je le faisais un peu mécaniquement, quoi. Et puis, ensuite, j'étais conciliante, donc du coup, on me demandait toujours plus, faire des grandes amplitudes horaires. Donc, je pouvais commencer à 5h30 le matin, finir à 21h, ne pas avoir de pause, manger sur le pouce, un sandwich dans ma voiture. Enfin, c'était, voilà. Des longues distances, je pouvais faire Paris, Reims, faire mes missions dans la journée, revenir le soir, déposer les échantillons au laboratoire, revenir nettoyer. Enfin, voilà. C'est très compliqué. Et puis, ensuite est venu, donc j'ai demandé du coup une augmentation de salaire puisque je cumulais les tâches et que j'avais beaucoup de travail. Et on m'a répondu que je n'aurais que l'équivalent d'un kebab. Donc, je ne savais pas ce que ça voulait dire.
Et en sachant que j'avais un très bon contact, hein, j'étais pas, voilà, parce que moi je suis une fille très gentille, j'étais très sensible, donc voilà, je donnais toujours plus et surtout, je voulais surtout satisfaire mes clients. Mes clients qui m'appelaient pour avoir les résultats, pour me dire, voilà, demain j'ai un chantier, il faut absolument mes résultats, voilà, donc je pouvais répondre à 23 heures par mail, tac, 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 leur envoyer mes résultats, etc. Et arrivé après mon arrêt maternité, j'ai appris que c'était une collègue à moi, une technicienne comme moi, qui avait réussi à avoir le poste de chargée d'affaires. Donc, c'est pas non plus. Mais c'était un poste au-dessus qui me permettait aussi de commencer à faire des devis, voilà, de changer un peu d'horizon et puis être tout le temps exécutante, en fait. Et en fait, c'est une technicienne qui ne faisait pas du tout d'amiante, qui a eu le poste pendant mon absence. Je n'ai jamais eu d'offre. On m'a jamais proposé ce poste-là. Et surtout, j'ai dû la former à ce poste. Donc voilà, j'étais bien contente. Et ensuite, arrivé au Covid, là, on ne connaît pas hein, cette maladie, on est un peu tous surpris, donc on est confinés. Et puis ensuite arrive l'instant où on nous dit, ça y est, on peut être déconfiné, vous pouvez revenir au travail. Donc on fait un appel visio avec tous les techniciens de mon équipe, avec mon manager. Et puis on fait un tour de table, voilà, qui veut revenir, qui est capable de laisser ses enfants à l'école, qui, voilà. Donc mes collègues, eux, certains disaient bah non, moi je ne peux pas laisser mes enfants, je ne sais pas quelles conséquences ça peut avoir sur eux d'être contaminés, et derrière ça peut nous contaminer, enfin voilà. Et puis arrivé à moi, j'étais dans la même situation. Moi c'est un tout petit bébé, je ne sais pas trop si je peux le laisser ou pas, je ne sais pas, voilà. Et là, mon manager qui me crie dessus en me disant mais moi j'ai besoin de toi, tu peux pas faire ça, il faut que tu me dises ce que tu veux, c'est pas possible de me faire ça, enfin voilà, devant tout le monde sans comprendre pourquoi c'était sur moi que c'était tombé en fait. Et puis donc arrivé, moi comme je suis consciencieuse et que je veux faire plaisir à mon responsable, je reviens au travail, peu importe ce qui peut se passer derrière. Et tout le monde, tous mes collègues arrivent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils crient dessus comme ça? Enfin, on comprend pas. Je dis écoutez, moi je suis la première à pas comprendre, hein, tant pis. Et puis je passe au-dessus, je fais mes missions. Et troisième situation, on nous dit qu'on change d'agence. Donc là, c'est plus des bureaux individuels ou en binôme, c'est open space. Donc là, déjà, gros décalage. Et puis, gros stress, puisque pareil, tout mon matériel est changé de place. Je ne sais pas, on n'a même pas une semaine pour se retourner, pour ne serait-ce que de trouver ses repères en fait dans le lieu du travail, quoi, enfin, dans l'agence. Et du coup, on enchaîne les missions. Moi, je perds un peu mes repères. Je suis un peu déboussolée parce que c'est là qu'on m'annonce aussi que je change de manager. Et en fait, ce manager-là, même s'il avait ses défauts, il avait ce côté paternaliste avec moi, c'est-à-dire que il restait quand même en contact avec moi, il m'accompagnait quand même quand j'avais des problèmes sur site ou des choses comme ça. J'avais quand même ce petit fil, même si il profitait, je le savais très bien parce que j'ai quand même du recul, je savais très bien qu'il profitait de moi et de ma gentillesse. Mais je restais dans ce côté, voilà, j'ai ma routine, je sais ce que je dois faire, voilà. Mais je savais très bien qu'on profitait de moi. Et quand je suis passée à un autre manager qui était du coup la chargée d'affaires, là, ça a été très dur pour moi parce que c'est devenu un manager très assertif, limite directif. Donc, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, elle n'avait aucune empathie. Elle n'avait aucune communication avec moi. Dès qu'elle avait une petite faiblesse, elle m'attaquait. Et elle me donnait des tâches et des tâches et des tâches, la métrologie des pompes, plus de travail, mais dans des localisations, je pouvais être, je sais pas, dans le 93 le matin et dans le 77 le soir, je devais déposer les échantillons, pareil, revenir, tac, on prépare l'émission du lendemain, etc., etc. Et moi, j'avais une vie de famille aussi, donc le cumul. Et donc là, j'ai dit stop. En fait, je pouvais plus. J'ai fait des arrêts de travail. Mon médecin m'a mis en arrêt. J'avais des tendinites. J'étais fatiguée. J'étais angoissée. J'étais stressée.
Je me retrouvais plus, je criais sur mon enfant, sur mon mari. J'avais plus ce côté, bah, Stérène, toujours enjouée, toujours qui aime aller au travail. J'avais plus rien, quoi. Et d'avoir perdu ce manager, d'avoir retrouvé quelqu'un d'aussi enfin, aussi distant et aussi, voilà, aucune empathie, pas de, voilà, même pas un bonjour. Enfin, elle n'avait aucune notion de management même, puisque c'était pas son métier de base. Donc ça a été très compliqué et donc j'ai démissionné. Je suis partie de cette entreprise et puis je suis venue vivre ici en Bretagne. Voilà. Donc ne vous laissez pas faire, prenez, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions et surtout, voilà, quand vous vous sentez pas bien, ben changez quoi. N'hésitez pas. Le changement, ça fait du bien aussi. Voilà. Merci. Voilà. En fait, s'il y avait dû faire une évaluation des RPS, tu cochais pas mal de cases, hein, vraiment, à l'époque. Donc, sur cette reconnaissance dans le travail, les conséquences d'un manque de reconnaissance, c'est quand même de la démotivation, du désengagement, de l'absentéisme, du turnover et des démissions, et puis une souffrance. Et les apports de la reconnaissance, à l'inverse, ben, un simple merci, ça motive, hein, quand on vous dit merci. On est engagé et puis il y a une fidélisation et un bien-être. Sur les rapports sociaux au travail, ce qu'apportent les rapports sociaux au travail, c'est, selon la littérature scientifique, une influence positive du soutien social et de l'équilibre entre contribution des salariés et rétribution de l'entreprise. En conclusion, cette partie-là, les rapports sociaux peuvent être un facteur de protection de la santé. Tu as pu l'expliquer un petit peu avec ton premier manager, qui, même s'il était un peu directif, il était quand même paternaliste. Et ça peut être un facteur de RPS lorsque les rapports sont particulièrement dégradés, ce que tu as vécu avec ton deuxième manager, en fait. C'est bien la conclusion. Sur la cinquième facteur de risque, on va avoir les conflits de valeurs. Donc, les conflits de valeurs, c'est l'ensemble des conflits intrapsychiques portant sur ce qui compte pour nous, aux yeux des salariés dans leur travail, c'est-à-dire à quoi ils attribuent de l'importance sur le plan professionnel. Quand j'explique un petit peu cette question en entreprise, j'ai une image, c'est par exemple quelqu'un qui est végane et qui va travailler dans un abattoir. Là, il est en conflit de valeurs. Donc, il est en situation de mal-être au travail, hein. C'est donc quand on ne veut pas être justement en conflit de valeurs, c'est une possibilité de faire un travail de qualité dont l'utilité est avérée et reconnue pour soi, hein, toujours. Au contraire, c'est un travail dans des conditions qu'on désapprouve, devoir faire des tâches qui contreviennent à sa conscience et à ses principes professionnels. Les conséquences, c'est risque d'affecter l'image qu'ils ont de leur travail, de leur métier et d'eux-mêmes, de perdre de sens dans son travail aussi, hein, et qu'ils se désengagent. Dernière famille de risques, c'est l'insécurité de l'emploi et du travail. Là, on va toucher deux dimensions. On va avoir, c'est tous ces facteurs de risque pour la santé des salariés qui réduit le sentiment de maîtriser la situation. Donc, on va être sur deux dimensions. Ce que je disais, c'est l'insécurité socio-économique. Ça va être tout ce qui va être peur de perdre son travail, peur aussi de subir des retards dans le versement de ses salaires, des contrats précaires, des prestations sur appel d'offres, d'être rétrogradé aussi, hein, professionnellement. Et puis le changement non maîtrisé, changement de la tâche et des conditions de travail. Pour revenir sur la première famille de risques, c'est un nouvel outil. Si on n'est pas préparé, formé et accompagné à ce nouvel outil, on peut vite se retrouver en difficulté. C'est une incertitude sur l'avenir du métier et peur de devoir changer de qualification de métier sans y être préparé. Ça, c'est un point qui a été mis en avant suite au Covid quand même, hein. Les personnes ont été exposées à des changements d'organisation du travail subis et puis la peur de perdre son emploi. Pour voir le côté, l'autre côté, il y a les risques psychosociaux, puis on entend pas mal parler de la qualité de vie au travail aussi. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est pas forcément ce qu'on entend sur des
comment dire, des apports du baby-foot ou des cours de sophrologie sur le lieu de travail. Non, on travaille encore sur la notion du travail, hein. C'est donc un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe donc l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilité, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Ça, c'est important d'être au clair aussi avec cette notion. Donc, on va aller aussi questionner le contenu du travail quand on veut travailler on veut faire de la promotion de la santé. Parce que quand on parle qualité de vie au travail sur les moins de 50, on est sur de la promotion de la santé. On va travailler sur l'organisation du travail, la réalisation et le développement professionnel. Donc, mettre des plans professionnels, des plans de formation. C'est la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Là, ça va être parfois la mise en place d'une charte de télétravail pour ceux qui le souhaitent. C'est aussi le droit à la déconnexion, que quelqu'un arrête de travailler à 19 heures. Il y a certaines structures où on ne peut pas aller sur son logiciel à partir de 18 heures, c'est coupé. Et puis l'ambiance et les relations entre collègues, c'est important. Et une fois que vous avez tout ça, la cerise sur le gâteau, c'est les cours de sophro et puis le baby. Alors, on a parlé des RPS, on entend beaucoup parler aussi du burn-out. De quoi parle-t-on quand on parle du burn-out? Parce qu'on y met beaucoup de choses aussi dans le burn-out. Donc, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Qu'est-ce que c'est? C'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Là, après, tu vas pouvoir mieux expliquer en tant que malheureusement victime du burn-out. On a le sentiment d'avoir échoué, de s'être usé, de devenir épuisé devant une demande trop importante d'énergie, de force et de ressources. La moindre décision devient compliquée. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est une spirale dangereuse susceptible de conduire à la dépression, à la désinsertion professionnelle. Et ça affecte autant les hommes que les femmes, parce que là aussi, il y a des idées préconçues. Il y a des personnes qui sont plus exposées au burn-out. Les femmes seraient plus exposées au burn-out. Non, on est tous égaux face au burn-out. C'est un processus en 3 dimensions dans le cadre du travail. On parle du cadre du travail encore. Dans un premier temps, un épuisement émotionnel. Dans un second temps, une déshumanisation, donc un cynisme de la relation avec autrui. On devient cynique. Et une diminution de l'accomplissement personnel du travail. Alors, ça va avoir des conséquences, des symptômes qui arrivent de manière progressive. Donc, émotionnellement, on va avoir de l'anxiété, de la tristesse, perte de plaisir, irritabilité, perte d'estime de soi-même. Cognitif, trouble de la mémoire, de l'attention et de la concentration, difficulté à faire un travail de qualité, difficulté à faire quelque chose qu'on a l'habitude de faire également. Physique, trouble du sommeil, variation de poids, douleur chronique. Relationnel, c'est un repli sur soi, agressivité vis-à-vis des autres, comportement addictif, on peut même s'isoler du collectif. Et motivationnel, donc là, c'est un désengagement, une attitude négative dans le travail. Et là, intervention de Laurent. Je vais vous relater mon expérience. Je vais essayer de faire court, mais je ne suis pas un perdreau de l'année, donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc j'ai fait des études, comme vous, les jeunes, en sciences économiques. Donc j'ai passé un bac+5 à l'université du Maine au Mans. Ensuite, j'étais enseignant en économie pendant 3 années. Et lorsque j'ai abordé la thématique de l'entreprise, j'étais pas très à l'aise parce que je n'avais jamais vraiment travaillé en entreprise et que c'était des jobs d'été de 15 ans jusqu'à 21 ans. Donc j'ai voulu faire mon alternance. À l'époque, ça n'existait pas. Donc je me suis dit, je vais arrêter les cours d'économie et je vais travailler en entreprise 2-3 ans. Et après, je retourne enseigner l'économie. Donc je suis rentré dans la grande distribution un petit peu par hasard dans un groupe qui s'appelait Rallye. Les anciens connaissent certainement, un groupe breton dont le siège était près de Brest. Et voilà, donc là j'apprends le métier de la grande distribution. J'ai démarré vraiment au bas de l'échelle. J'ai même été au départ cariste. Donc j'étais à 5 heures du matin, décharger
les palettes dans les camions pendant, ça a duré 3 mois. Et ensuite, j'étais vendeur télé et fil électroménager. Et ensuite, je suis devenu chef de rayon. Ça, c'était au magasin de Cholet. J'y suis resté une année. Ensuite, j'ai eu une mutation donc à Brive-la-Gaillarde, où je suis devenu chef de secteur. Donc là, je manageais une équipe un peu plus conséquente de 80 personnes avec 4 chefs de rayon. J'y suis resté 3 années. Ensuite, je suis encore monté. Je suis devenu directeur adjoint donc à Bordeaux, hein, dans le plus gros rallye de France à Bordeaux. Et j'y suis resté près de 2 années. Et puis après ces 2 années, le siège m'a appelé pour me dire, voilà, vous êtes opérationnel pour être directeur, prendre en charge. J'ai dit OK, pas de problème. Sauf que le lendemain de ma nomination, j'apprends que Rally a été racheté par Casino. Voilà, donc tout s'écroule un petit peu professionnellement. Et voilà, donc je regarde comment ça se passe avec le groupe Casino. Puis je suis parti au bout de 3 mois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je n'étais pas en phase avec les valeurs de ce groupe. Et voilà, donc j'ai démissionné pour non pas retourner donc enseigner au Mans, mais j'ai voulu continuer l'aventure qui me plaisait énormément, et surtout le management, manager des équipes et puis faire du commerce aussi. C'était l'âge d'or du commerce à l'époque. Et donc j'ai frappé à la porte d'une autre entreprise qui elle aussi a disparu, hein. Donc vous allez me dire, je suis un vrai chat noir, mais ça s'est arrêté là, hein. Je rassure le directeur général de la CCI, parce que je donne des cours ici dans les murs, donc ça va aller, ça va bien se passer. Donc, une enseigne qui s'appelait Continent, hein, les hypermarchés Continent, le groupe Promodes, avec les hypermarchés Continent, les supermarchés Champions, où là, donc, je suis sur la Côte d'Azur. J'ai fait la demande d'aller dans un magasin bien précis, parce que vous voyez des photos de sportifs, hein. Voilà, à l'époque, j'étais en équipe de France de triathlon, en triathlon format Ironman. Et voilà, le centre d'entraînement était donc à Saint-Raphaël. Il y avait un magasin Continent là-bas. Donc je pouvais allier le travail, parce que j'ai jamais voulu passer professionnel. J'ai été sollicité pour être pro, mais je n'ai jamais voulu. Et voilà, j'ai fait 5 années donc à Saint-Raphaël. Ensuite, le groupe Promodes s'étendait outre dehors de la France, et notamment donc en Asie, en Chine, et puis en Amérique du Sud. Mais moi, j'ai demandé à partir donc n'importe où à l'étranger pour ouvrir un hypermarché sous l'enseigne Continent. Donc j'ai été sélectionné pour être chef de projet. D'ailleurs, je suis parti avec trois collègues avec moi, et j'ai travaillé pendant 5 années en Tunisie pour ouvrir un hypermarché qui existe toujours, hein, Carrefour. Donc 1000 personnes à manager et une trentaine de managers. Donc après ces 5 années, vite, hein, j'ai travaillé aussi après à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour le groupe Carrefour. Là, c'est Continent Carrefour, c'est tout de suite après. À Dubaï, en Turquie également. Après, je suis revenu en France. Après, là, ça commençait à être un petit peu plus compliqué en rentrant en France, parce que en travaillant pendant toutes ces années à l'international, on a beaucoup d'autonomie, de liberté, que je ne retrouvais pas du tout en France. Là, pour passer la commande d'une bouteille, il fallait demander au N+1, qui lui demandait au N+2, etc. Donc c'était très hiérarchisé, et ça m'avait un petit peu surpris. Mais bon, je me suis fait. Donc j'ai été à Rennes-Cesson, donc j'ai Carrefour de Rennes-Cesson pendant cette année. Ça s'est très bien passé avec les équipes et ensuite muté également au Carrefour de Longueux, où j'y suis resté 7 ans. Voilà, de cette année. Carrefour de Longueux, et là, la dernière année s'est très mal passée. Voilà, je vais faire un zoom sur cette dernière année qui aboutit à ce fameux syndrome de burn-out. Et voilà, donc au total, sur 26 années de grande distribution, 27 au total, il y en a eu 26 vraiment plutôt bien, voire très bien, notamment la période à l'étranger, qui est extraordinaire. Mais la dernière a été vraiment extrêmement pénible. Pourquoi? Parce que au niveau de ma hiérarchie, j'avais des objectifs qui étaient ambitieux, mais pas du tout réalistes. C'est-à-dire qu'on ne me donnait pas du tout les moyens. J'avais des objectifs de faire des gros pourcentages de progression en chiffre d'affaires, mais en contrepartie, je ne pouvais pas embaucher, et il fallait plutôt que je me sépare de 15 personnes chaque année.
voilà, dont 2 cadres. Voilà. Donc, ça, c'était extrêmement compliqué. Donc, on m'a dit, bah, vous savez faire, hein. Je suis plutôt suisse, hein, dans la grande distribution. Donc il n'y avait pas il y avait plus de chef de rayon boulanger, pâtissier, ni de chef de rayon poissonnerie. Ben, au-dessus, on m'a dit, bah, vous allez faire, nous, on va faire en sorte de vous recruter quelqu'un. Vous avez tellement de choses à faire qu'on va s'en occuper, nous. Puis en fait, ça a duré 1 an. Voilà. Donc pendant 1 an, j'ai fait mon job de gérer ce magasin, plus le matin, dès 5 heures, j'étais à la boulangerie, j'étais à la poissonnerie, passer les commandes, aider les équipes, et puis voilà, jusqu'à 20 heures. Donc 6 jours sur 7, c'était en moyenne 70 heures par semaine. Donc sur du court terme, ça passe, mais sur du long terme, c'est un peu compliqué. Même si j'ai une résistance physique euh, assez importante du fait de mon passé sportif de triathlète, parce que j'ai participé à 4 championnats du monde, j'ai fini 18e mondial et 3e français sur le format Ironman à plusieurs reprises. Et voilà, donc j'ai repoussé la douleur. Mon corps était habitué mentalement aussi à repousser la douleur très très loin. Et c'est ce qui a fait que j'ai fait un burn-out très très violent. Et voilà, d'ailleurs, il a été qualifié en tant que maladie professionnelle, ce qui est extrêmement rare. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Après ces longs mois à travailler 6 jours sur 7 et puis à ne quasiment plus voir ma famille et à ne dormir le dimanche, à ne plus assister aux fêtes de famille, à être de plus en plus sombre, très angoissé, parce que je ne voyais pas je voyais pas le bout du tunnel, hein, donc je ne voyais pas comment y arriver. Donc la fatigue commençait à s'instaurer, tous les symptômes qui ont été dévoilés, je les ai eus. Donc la perte de la mémoire, voilà, suite au manque de sommeil, les déchirures musculaires que tu as vues, les tendinites, ça j'avais arrêté le triathlon depuis une quinzaine d'années, mais je faisais que malgré tout 2 marathons par an et 6 mois avant de faire le burn-out, eh bien voilà, j'étais déchirure sur déchirure musculaire et tendinite. Donc le corps en fait m'envoyait des signaux pour me dire stop, stop, arrête, arrête-toi. Donc pendant 26 ans, j'ai été arrêté 2 jours. Enfin, j'ai eu 2 jours d'arrêt en 26 ans. Mais là, après le burn-out, j'étais arrêté 1 an complet. Donc là, j'ai rattrapé les stats nationales, hein. Mais pour dire que j'étais quand même assez résistant. Mais là, ce qui est arrivé, un fameux samedi soir, hein, c'était le 3e samedi d'octobre, il y a 7 ans, où là, à 21 heures, j'étais dans le magasin dès 5 heures du matin pour faire un inventaire, mais à 21 heures, j'y étais encore. Et je me suis écroulé. Voilà, donc j'ai pas fait de pot de départ, hein. Donc ça s'est passé directement sur une civière envoyée à Yves Le Foll. Et voilà, donc en réanimation pendant une dizaine de jours, je suis resté 1 mois à Yves Le Foll. Et ensuite, les médecins m'ont dit, écoutez, monsieur Denis, vous n'allez pas pouvoir prendre la direction de votre magasin au Carrefour de Langueuse, ça c'est terminé, il faut oublier, hein. Vous n'êtes plus en état, vous pouvez gérer aucun stress. Dieu sait s'il y en a du stress quand on gère un magasin avec 220 personnes sous sa responsabilité. Et donc voilà, donc vous allez faire un petit stage dans une clinique psychiatrique. Donc direction le Val-Josselin, à Iffignac, où j'y suis resté 3 mois. Donc c'est une expérience intéressante à vivre. Je prends que le côté positif, hein. Voilà, donc là, j'ai le petit cocktail habituel dans ce genre d'endroit, c'est anxiolytique, antidépresseur et somnifère. Je n'avais jamais pris auparavant, c'était la première fois. Pour me débrancher un peu le cerveau quelque part, parce que moi je voulais retourner. Mais retourner là-bas, c'était tout juste, c'était pas possible. Sinon, j'ai failli déjà mettre un pied dans la tombe, ça aurait été le 2e direct. Donc j'ai eu le temps de réfléchir pendant ces 3 mois, j'ai même eu le temps de monter une équipe de course à pied avec les patients qui étaient là-bas. D'ailleurs, le directeur ne voulait pas me lâcher, il me dit hein, vous êtes super, vous mettez tout le monde au sport, et voilà, même si je courais pas droit, hein, parce qu'avec les médicaments que je prenais, j'étais sur un nuage, mais bon, ça me faisait du bien. Voilà. Et donc, lorsque je suis sorti, mais c'est pas été simple non plus, hein, parce que nous avions à l'époque, avec ma femme, notre petit garçon qui avait 7 ans, et j'ai pas pu le voir pendant 4 mois, en fait, hein. 2 mois
à l'hôpital ici les 3 mois suivants. Et puis lui, à l'école, il se posait beaucoup de questions, hein, même à la maîtresse. Il disait à la maîtresse, bah, écoutez, moi je suis triste, il faut me laisser tout seul dans la cour d'école, hein, parce que mon papa il est malade à cause du travail. Voilà. Donc ça, je l'ai su après, ma femme m'a pas dit ça tout de suite. Voilà. Longtemps après, je pouvais pas voir l'enseigne Carrefour, ça me rendait malade, je me mettais à pleurer. Et quelques jours avant le burn-out, ouais, 8-10 jours avant, bah, je rentrais par le garage et je m'effondrais, je pleurais. Ouais. C'était assez terrible de vivre ça, mais voilà, malheureusement, ça arrive souvent à ceux qui font des burn-out de se liquéfier, de perdre ses moyens. Mais par contre, dès le lendemain matin, il fallait que je retrouve la face. On mettait le costard, cravate, et puis devant tout le monde, il fallait faire bonne figure. Mais il y a un moment, ça se voyait, quoi. J'étais plus moi-même, j'étais voilà, triste. Et puis, bon, même le cerveau, il fonctionnait plus comme avant. J'étais devenu dyslexique. Je pense que je faisais une réunion avec mes chefs de rayon, chefs de secteur, ou même des réunions régionales. Voilà, j'étais mort de trouille, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Donc, voilà, perdre des moyens physiques, mais aussi psychiques et émotionnels également. Je n'arrivais plus à contrôler mes émotions. Donc, au sortir de ces 3 mois pendant lesquels j'ai pu bien réfléchir, j'ai décidé, parce que l'estime de soi était vraiment au ras des pâquerettes, la confiance en soi, n'en parle pas, je n'en avais plus. Donc, je me suis dit, je vais reprendre mes études, parce que j'étais en arrêt, forcément. Donc, la médecine du travail, et puis les médecins m'ont dit, vous mettez en arrêt, vous n'en travaillez plus. Alors, j'avais quand même demandé des autorisations, puis je voudrais faire un master. Donc, ils m'ont autorisé donc, à poursuivre des études à l'université d'Angers pour faire un master. Donc, j'ai fait un master pour être coach, mais pas coach sportif, là, mais coach professionnel, pour accompagner les personnes en grande difficulté dans leur environnement professionnel. Parce que je pense que si j'avais été accompagné, j'aurais pas fait ce burn-out aussi violent. Voilà. Donc ensuite, je m'en suis sorti grâce au corps médical, hein, que je remercie encore énormément. Ma famille également, qui m'a soutenu, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, ma famille qui était vraiment là au quotidien. Et puis aussi grâce au sport. C'est pour ça que vous voyez des images de moi en tant que sportif là. Parce que j'ai repris le sport, donc les études, donc j'ai eu mon master, ça m'a redonné confiance. Le sport, j'ai repris doucement la natation, parce que c'est un des 3 sports que je pratiquais en triathlon. Je ne pouvais plus faire la natation de course à pied, parce qu'avec les tendinites et les déchirures, c'était compliqué, pas de risque. Les médecins m'ont dit, reprenez doucement. Mais moi, le mot doucement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc j'ai été à fond, tellement à fond que voilà, mon entraîneur là m'a dit voilà, tu as quand même des capacités, on va t'inscrire à une petite compétition locale. Et puis là, j'ai battu tous les records. Voilà. Après, régional, tu vas aller au régional. Pareil, j'ai battu les records. Au championnat de France, pareil, je suis devenu, même encore l'année dernière, vice-champion de France du 200 mètres papillon, du 400 mètres quatre nage et 4e temps mondial. Voilà. Donc, voilà. Donc ça m'a aidé énormément voilà, de refaire du sport. Ça m'a donné une grande confiance en moi. Hein, donc il y a 3 pôles. Il y a les médecins, ma famille, je mets à égalité. Hein. Médecin, famille et puis le sport. Voilà. D'autres, c'est pas le sport, c'est autre chose, mais moi, c'était ça. Et puis après, donc j'ai fait un bilan de compétences, voilà, qui m'a conforté dans le fait d'aller dans la formation, dans la transmission de tout ce que j'ai pu apprendre au cours de mes années hein, de grande distribution, notamment en management. Donc aujourd'hui, je donne des cours à ces jeunes qui sont en licence, mais aussi à d'autres promos de la CCI, mais également à l'université de Rennes 2, à l'université d'Angers, de Guingamp, à l'ISFEL aussi également, mais aussi j'ai une petite activité de coach pour accompagner des personnes qui sont en détresse dans leur environnement pro, quoi. Voilà. Et maintenant, tout va bien. Merci. Je peux y aller là. Ah oui, les couleurs sont pas super. Donc, pour prévenir hein, sur ce syndrome d'épuisement professionnel, c'est agir sur les facteurs de risque psychosociaux. Donc, comme tu l'as exprimé, hein, c'est agir sur la charge de travail, la pression temporelle,
le faible contrôle sur son travail, sur les faibles récompenses, sur le manque d'équité, les conflits de valeurs, demandes contradictoires et manque de clarté dans les objectifs et les moyens, puis d'autres dimensions. Donc, pour finir quand même sur un côté positif, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, d'après l'OMS. Faire une approche santé au travail, cela pourrait se traduire par faire de la prévention sur un aspect réglementaire avec les RPS, faire une évaluation des RPS. Donc, votre document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est hyper important, c'est un outil de prévention, c'est pas seulement un aspect réglementaire. Et faire de la promotion de la santé, c'est construire une santé organisationnelle par une approche QVCT. Donc, maintenant, on dit QVCT et non plus QVT, qualité de vie et conditions de travail. Voilà, en conclusion. Merci à vous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions pour nous quatre? Est-ce possible de développer sur maintenant, pour le coaching, etc. Mon activité de coaching, eh bien, je reçois des personnes, des employés, hein, des managers, des directeurs, donc des personnes qui vont pas forcément mal. Hein. Il y a des personnes qui veulent aller encore mieux, hein, qui manquent de confiance en elles pour prendre un poste conséquent. Hein, j'ai parfois des DG qui me demandent donc d'accompagner, de coacher un directeur commercial. Mais il y a aussi des personnes qui sont en grande détresse et qui ont été identifiées dans l'entreprise, qui sont allées donc à la médecine du travail, et puis je collabore aussi avec la médecine du travail, qui m'envoient. C'est pas forcément physique, mais c'est lorsque c'est un problème organisationnel, un problème donc de management, que la personne n'a pas non plus tous les outils en main pour manager, là je l'accompagne sur plusieurs séances. Ça peut être parfois 2 séances, parfois 3 ou 4. Et voilà. Donc, des personnes qui sont dans un mal-être et veulent s'en sortir et avoir un apport extérieur qui puisse aider la personne. Ça. C'est pas parce que pour tout le monde dans une hiérarchie. Pardon? C'est pour tout le monde dans une Ah hiérarchie. oui, ce que je dis. Moi, j'ai eu des employés dans tout secteur d'activité, hein, des employés de banque, des employés même de la grande distribution, mais aussi, c'est quand même les 3/4 des cadres, des managers. Ouais. Il y a une autre petite question. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y a une autre petite question sur le chat. Donc, y a-t-il un préventeur dans toute entreprise ou établissement? Et quelle est la norme réglementation? Il n'y a pas forcément un préventeur dans toutes les structures. Hein. Il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de norme, il y a des obligations pour les plus de 50, je pense. Ouais, c'est ça. À partir de 50 salariés, mais ça rentre plutôt dans une double fonction, c'est-à-dire fonction qualité et hygiène, sécurité et protection de l'environnement. Donc, ça va être comme la qualité de l'entreprise, la production. En même temps, il va y avoir la casquette HSE, mais qui est plutôt réglementaire, c'est-à-dire le document unique et la vie du document unique, et la protection de l'environnement lorsqu'il y a des rejets de l'entreprise vers l'extérieur ou peut-être l'environnement aussi interne. Mais il n'y a pas, disons, de réglementation à proprement parler. Les PME maintenant le voient. Alors, il n'y a pas de réglementation, mais le marché économique l'oblige. C'est-à-dire que les entreprises, maintenant, quand elles veulent répondre à des appels d'offres, sont obligées d'avoir des normalisations, 14 000, etc., etc. C'est assez compliqué, c'est des mises à jour, donc ils prennent des gens qui ont ces doubles casquettes, en fin de compte. Donc, à partir du moment qu'une entreprise veut être sur des marchés, d'appel d'offres, nécessairement, il faut qu'elle réponde à l'ISO 9000, 14000, etc. Donc, elle prend des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là et qui ont donc ces casquettes-là. Mais il n'y a pas vraiment de normalisation et la seule obligation, c'est qu'à partir du moment que l'on a, un salarié, ce salarié-là est attaché à la médecine du travail. Donc, il y a, des obligations de faire des visites médicales. Un médecin du travail qui est garant, de la santé, de la sécurité des salariés qu'il a sous ses
sous ces ans. Et- Oui, et également le document unique. Le Voilà. document unique d'évaluation des risques professionnels, obligation à partir du moment où on a un salarié. Un salarié. Donc, un dentiste qui a une assistante, c'est une salariée, même s'il est à mi-temps ou s'il a à 25% de temps de travail, ben, elle est obligée d'évaluer les risques professionnels auxquels elle est exposée, biologiques, chimiques, etc. Est-ce que ça existe toujours le CHSTC dans les grosses entreprises, bien sûr? Comité d'hygiène et de sécurité au travail, ou alors Alors, c'est remplacé Ça a maintenant? été remplacé Oui, par le parce que- CSE. C'est-à-dire qu'avant, on avait le CHSCT, on avait le CE, donc qui s'occupait donc, de tout ce qui était, disons, formation, etc. dans les entreprises. Maintenant, ça a été fusionné en CSE à partir de 50 salariés. Voilà. Et en dessous, entre 20 et 50 salariés, c'est une personne qui fait office de CSE, qui est plus délégué du personnel. Le CSE, c'est des personnes élues ou des personnes de Ils sont l'entreprise élus. qui s'en occupent Les élus. en relation avec la médecine. Oui, tout à fait. Nous, Médecine du travail. oui, on collabore toujours avec eux. En fait, quand j'interviens en entreprise qui a un CSE, ils font toujours partie du groupe de travail. Quand je travaillais, je ne trouvais pas ça très efficace, comme très dynamique, hein. C'est un peu. Faut pas trop soulever des questions qui gênent quand même, hein. Alors, je trouve Espérons qu'aujourd'hui, pour les jeunes, quand même, ce soit des instances qui sont quand même plus dynamiques sont et qui vont investis. vraiment y aller. Oui, ils sont Maintenant, ils sont mieux formés maintenant. Oui, aussi. ils sont formés. Il y a des obligations de formation. Non, c'était- Et je trouve que c'est beaucoup sur le salarié, enfin la victime en fait. Parce que bon, vous avez été patron, mais est-ce que les patrons sont C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas que les salariés. sollicités? Vraiment. Alors aujourd'hui, on commence à questionner l'employeur, puisque l'employeur peut faire partie aussi, peut demander des visites médicales, mais au niveau de la médecine du travail, c'était les salariés, hein. L'employeur n'était pas, malheureusement. Avec des obligations, mais qui n'étaient pas remplies. Mais comme vous allez avoir la même problématique dans les associations ou dans les collectivités territoriales, comme on disait Oui. tout à l'heure, vous avez le maire qui va avoir la responsabilité de sa collectivité qu'on ne verra jamais. Parce qu'il n'est pas agent, puisque là, Voilà. je me dis que c'est différent, donc il n'est pas agent. Mais aujourd'hui, les dirigeants ont plus d'opportunités Oui, de tout à rencontrer fait. la médecine du travail. Oui, c'est comme les formations. On n'est jamais la bonne personne qui a besoin de formation. Il y a toujours un chef qui a besoin de plus de formation que vous, hein. Et après, l'enveloppe est vide, hein. Il n'y a plus de possibilité de formation pour les agents. J'espère que ça a changé. Ça change. Ça change parce qu'il y a des obligations maintenant de formation toute l'année avec les comptes Les personnes de formation, etc. Donc, Mais il faut qu'elles soient porteuses aussi de leur projet professionnel. Il ne faut pas attendre que ce soit l'employeur qui propose des formations. Il faut aussi avoir son propre projet. quand il y a des plans de formation et qu'on Oui, oui. donne nos Ah oui, oui, quand c'est pas suivi. Vous et voulez que c'est pas suivi, Tout à fait. Une autre petite question. Quels sont les critères de reconnaissance du burn-out en maladie pro? Il y en a très peu. Enfin, l'année où j'ai fait ce burn-out, là, nous étions 85 sur toute la France. Bon, j'avais un dossier assez exceptionnel. Ouais. Ouais, je Oui, c'est une plusieurs expertise médecins. médicale. oui, c'est expertise Ouais. médicale. Expertise Deux même médecins de la psychiatrique. psychiatrie. Oui, Oui, oui. Ouais, ils sont dans la psychiatrie, là. Et, une dernière petite question. Y a-t-il assez de médecins du travail pour accompagner les entreprises et les salariés? et non. C'est Vous pouvez répéter la question? Est-ce qu'il y a assez de médecins généralistes en France? C'est exactement la même chose. Ouais. Non, pénurie. Pénurie, oui. Et encore, nous, on a un service où on a quand même pas mal de médecins du travail. Bien investi. J'ai un mot. D'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de vos interventions et de vos témoignages qui enrichissent grandement ma connaissance du sujet. Dans la mesure où la définition du burn-out que vous avez donnée, elle date des années 2000, on va dire à peu près. Avant les années 2000, il n'y avait pas de troubles de cet ordre dans les entreprises. Il était traité comment parce que Alors, dans les années 2000, pour ma défense, j'étais comptable. Donc, je n'ai.
Oui, je m'en suis bien sortie. Non, mais le burn-out, il existe depuis très longtemps, puisque, en fait, la genèse, ce sont des bénévoles qui travaillaient. Alors, c'était des bénévoles qui travaillaient auprès de personnes de toxicomanes et c'était des soignants. Hein, Oui, c'est ça. en fait, c'est là on a mis en place ce concept de burn-out. Donc, ça a toujours plus ou moins existé. Mais la qualité de vie et conditions de travail n'existaient pas non plus, on va dire, il y a quelques années. Les RPS, on en entend parler depuis 15-20 ans. 15 ans à peu près, oui. Oui. Ce sont des nouveaux concepts, hein, mais qui ont toujours existé finalement. Alors moi, ça fait 39 ans que je suis dans la santé au travail, à travers l'ergonomie et à travers beaucoup de champs, et en particulier handicap. Et j'ai vu toute cette évolution. Alors dans les années 80-90, on parlait beaucoup de mal de dos et de bruit. C'était disons la priorité, hein, de lutter contre le bruit. Donc c'est vrai que la norme à l'époque c'était 90 décibels, maintenant à 80, et on trouvait que c'était pas bruyant. Bon bref. Après on n'a pas parlé beaucoup des TMS. C'était surtout tout ce qui était accident du travail qui coûtait très cher à la collectivité. Donc ça c'était à peu près les années 90, 2000. Alors là, c'était vraiment prévention sur tout ce qui était accident de travail. Le risque chimique qui apparaissait, parce que là, on avait remarqué que il y avait le problème de l'amiante, hein, qui avait apparu. Donc, on s'était dit amiante, donc risque chimique. Alors, risque chimique unitaire, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est soumis à un produit chimique. Et puis maintenant, on se dit, bah non, il y a des polyexpositions, c'est-à-dire que on a plusieurs produits chimiques, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc là, moi, je me rappelle avec notre toxicologue, et pas toxicomane, avec notre toxicologue, c'était très, très intéressant de faire donc justement des prélèvements d'air, etc., dans les entreprises avec cette polyexposition. Donc ça, maintenant, on est rentré là-dedans. Et les RPS, les RPS, c'est apparu à peu près, alors moi, quand j'avais commencé à parler des RPS, c'était à peu près dans les années 2004-2006. Vous voyez, c'est quand même c'était assez, disons, alors c'était venu avec l'informatisation massive des services tertiaires. Où là, en fin de compte, on parlait de TMS, ce qui commençait, et puis de TMS, cette partie sur la charge de travail mentale, les gens qui n'étaient pas très très bien. Alors, on ne parlait pas de burn-out, on ne sait pas trop ce qu'il en était. Donc, c'était des gens dépressifs. Bon, bref. Donc là, on arrivait, disons, à avoir les deux, et c'était dans les années 2004 à peu près. Donc, c'est assez récent. Quand on voit sur les 40 ans de la prévention, on s'aperçoit que c'est un petit morceau qui, malheureusement, prend énormément. Alors, on a toujours les problèmes de bruit et de surdité professionnelle, ça, il y a toujours ça. Il y a toujours les mal de dos les liés aux manutentions, etc. Ça existe toujours. Bon, bref, mais ça a baissé en proportion en sinistralité pour les entreprises. Par contre, oui, effectivement, les RPS en général et le burn-out en particulier, ça prend beaucoup de... Alors, on parle du burn-out, on ne parle pas du bore-out, hein, qui est pas mieux non plus. Hein. C'est-à-dire des gens qui, à un moment, se retrouvent avec un manque de travail, alors volontaire, parce que ça peut être institutionnel dans les entreprises. Il y a c'est institutionnel, on force les gens à supprimer des services pour que, en fin de compte, ce service-là ferme et coûte moins cher par des missions, ou tout simplement, il y a une évolution du métier. Moi, je vois dans certaines entreprises, dernièrement, on a eu cette information-là, où l'entreprise a évolué donc sur un autre secteur d'activité, et le secteur d'activité qui était, disons, le cœur de son métier, n'ayant plus de travail et qui ne peuvent pas licencier les gens, leur donne des tâches amoindries, mais complètement amoindries, c'est ça qu'ils font. Donc les gens sont pas mieux, hein. Ils viennent le matin en se disant, on ne sait pas ce qu'on va faire dans la journée. Et on travaille 2 heures dans la journée, puis on attend 5 heures le soir. Donc voilà, et ça, c'est le bore-out. Et ça vient justement sur des secteurs d'activité qui, de par les développements technologiques, travaillent de moins en moins, mais que l'on garde parce que les licenciés coûteraient trop cher. Et on attend qu'ils partent à la retraite. En gros, c'est ça. Donc voilà, ce sont des... Voilà, donc c'est pour ça que ce problème de l'ergonomie est très très riche, parce que c'est le problème, disons, de l'organisation du travail et de l'économie. C'est-à-dire que moi, j'avais fait un DESS, disons, d'administration d'entreprise pour comprendre justement le fonctionnement de l'entreprise, parce qu'on s'aperçoit que justement, c'est très très lié. L'environnement économique, à un moment, va déborder sur les conditions de travail, indépendamment de ce que le chef d'entreprise, il n'en est pas responsable, mais à un moment, ça va déborder sur, disons, les conditions de travail. Donc voilà.
On échangeait complexité. justement sur ça tout à l'heure en disant que moi, c'est une reconversion professionnelle et c'est vrai que je sais que mon vécu de secrétaire comptable d'il y a 20 ans m'aide au quotidien parce que je comprends aussi la gymnastique de la gestion d'une entreprise. C'est très difficile. On va être dans je pense que ça aide Ça aide à comprendre. à comprendre et à pas juger certaines actions qui ne peuvent pas se faire en entreprise. Et donner des solutions adaptées aussi Oui. à, disons, l'entreprise, à ses possibilités, et pas partir sur des trucs un petit peu. Oui. L'entreprise va vous dire c'est bien sympa, mais je ne peux pas investir. Il rien changer. Faut surtout pas créer de frustration non plus, quoi. Donc, aider, accompagner dans un plan d'action, c'est pas révolutionner une structure qui pourra pas financièrement. On peut travailler sur l'organisation et avoir des stratégies qui n'ont un coût à zéro, hein, et qui aident le salarié. Ouais. C'est toute la dimension aussi de l'entreprise qui est très très riche. C'est la culture d'entreprise. Oui. On ne modifie pas, disons, une culture comme ça du jour au lendemain. Par, disons, un coup de baguette magique. Et on sait très bien que dans certains, j'ai des expériences dans l'agroalimentaire qui sont assez, disons, assez remarquables justement sur la culture des gens qui sont des salariés qui sont dans ces entreprises-là. Où en fin de compte, disons, la pénibilité, le travail dur est une forme de reconnaissance vis-à-vis de leur entourage. J'ai fait une étude avec un sociologue il y a quelques années, justement, pour comprendre dans une entreprise le refus des améliorations que l'on a mis en termes, disons, d'outils, hein, qui étaient refusés par les salariés. Et on s'est aperçu que c'était la culture de ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils revenaient à la maison, il fallait qu'ils disent qu'ils avaient travaillé à l'usine et qu'ils en avaient plein le dos. Ils disaient, ben non, j'ai travaillé assis à la famille. Le mari qui était marin-pêcheur ou qui était agriculteur de petite ferme ne comprenait pas. Il dit, bah, et moi, on n'a pas les mêmes conditions. Donc, en fin de compte, il y a une partie de la culture. On ne modifie pas certaines cultures. Quand on était sur l'est de la France avec nos personnes, disons, portugaises et nos Allemands qui étaient là, choc entre, disons, le nord et le sud, et il fallait travailler, justement, c'était ça aussi à bord de l'ergonomie, c'était pas que sur le technique, il fallait travailler sur les représentations du travail de ces gens-là, donc sur les cultures, le choc des cultures pour faire admettre justement certaines. Donc c'était très très riche, hein. Donc c'est une dimension. Pour ça qu'une étude ergonomique, ça peut demander 1 an. C'est pas quelque chose claque sur un papier, hop, on va vous mettre un siège ergonomique ou un repose-pied ergonomique. C'est, disons, prendre la dimension globale de l'entreprise, hein, l'organisation, la gestion, d'où viennent les gens, ce qu'ils ont fait, l'expérience au poste, etc. Voilà. Est-ce que les employeurs sont à l'écoute ou est-ce que, Oui. moi, pour un cas personnel, si je peux me permettre, j'ai fait 20 ans de grande industrie, je me suis dans le musée, on m'a laissé le musée jusqu'au jour où un poste d'inaptitude. Donc, tu es démoli, tu ne peux rien, tu ne peux plus te coiffer, vous savez, tu peux le. Mais je m'estime ne pas avoir été du tout accompagnée. La médecine du travail me disait, vous changerez de métier. Je me suis trouvée complètement seule. Bien accompagnée à la maison, heureusement. Maladie professionnelle déclenchée. Au bout d'1 année, on m'a dit, je suis arrivée à la CNQ un jour, un 15 septembre, on m'a dit, aujourd'hui, il faut que j'annule 25 personnes de maladie professionnelle. On ne trouve rien pour vous construire. On vous réduit. On est encore moins que rien. Et on rencontre des bonnes personnes, on reprend les études, on reprend l'IUT. À 40 ans, donc bosser les jeunes, c'est à 20 ans qu'il faut bosser. On reprend tout parce que moi, à 20 ans, on disait t'es courageux, tu travailleras. Sauf qu'à 40 ans, si tu n'as pas de diplôme, tu es un bon à rien. Le téléphone ne sonne plus, tu es débrouillé, tu es anticipé, tu es au chômage, tu es bon à rien. Soit tu te remondis tout seul, ou tu rencontres quelques bonnes personnes. Et après, on m'a donné ma chance, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai repris l'IUT, ici même. Une certaine personne m'a dit après, parce que quand on a trouvé à me guérir, j'avais trouvé du travail, on m'a dit, prends le temps de te soigner. Je me dis, c'est très riche, ça n'existe pas en grande surface. On sait, on t'avait embauché, tu avais des problèmes, on sait, on m'a laissé le temps de me soigner, j'avais 6 mois d'arrêt, c'était plaisir. C'est très riche, je suis très reconnaissante de tout ça. Voilà, le chemin est la vente, et je trouve que quand on se plaint, pas se plaindre de ce qu'on fait, je trouve qu'on n'est peut-être pas assez à l'écoute et encadré. Il n'y a peut-être pas assez de monde, nous, à l'écoute autour de tout ce monde-là. On arrive vraiment, quand on est vraiment démoli au bout.
Alors, les choses changent, hein, les choses évoluent, hein. Mais donc, ouais, c'est quand on est jeune. Et moi, j'étais bien encore avec mes filles, parce que les examens, ils me sont même des filles. Et oui, donc, et aujourd'hui, très contente de rebondir. Je me dis, bah, j'aurais peut-être dû être bénévole plus tôt, parce qu'elle copain j'aurais peut-être dû comprendre plus tôt que dans la vie, on peut changer de métier. Ça, aujourd'hui, c'est dans l'air du temps de se dire, tu as envie de changer de métier, tu peux plus? Oui. Alors, vous avez cette expérience-là et moi, j'en Oui. ai une autre de changement de métier où c'est Voilà. mon employeur qui m'a dit, je pense que là, il faudrait que tu réfléchisses, tu n'es plus à ta place. Ah, donc aussi, on a démoli Donc, complètement. moi, je lui suis extrêmement reconnaissante de cet employeur qui, lui, m'a dit, il faut que tu fasses un bilan de compétences et qui m'a accompagnée pendant mes 7 ans de reprise de fac. Et c'est ça, c'est une chance. Et oui. C'est très long quand on n'est pas accompagné. C'est très long, ça. Donc, on a tous, et ce que je disais tout à l'heure, en fait, on est tous des individus avec nos expériences et les bonnes personnes qu'on rencontre. Et parfois, là, On parle tous, alors. Ouais. On peut quand même se battre, c'est ça. Mais- Et- Bien. Je ne sais pas s'il y a Oui. d'autres questions. Merci. Merci à vous. Du coup, juste pour un petit mot de la fin, on tient déjà à vous remercier pour votre présence. On tient aussi à remercier du coup les personnes qui étaient en visio, qui ont été assez nombreuses. Et puis bien évidemment nos 4 intervenants qui ont répondu présent à notre demande. C'est vrai que ça s'est fait assez rapidement. En moins d'un mois, je dirais qu'on a tout finalisé. Et voilà, on a réussi à le faire et vraiment, je pense qu'on peut être fiers de nous. Oui, tout à fait. Et du coup,